locales impliquées dans la transition des territoires. Et donc, nous nous interrogeons, nous posons la question, est-ce que la territorialisation de l'action est en train de porter ses fruits? Pour en discuter, je reçois un panel d'experts sur le sujet qui ont tous contribué à la COP, au rapport ou à la rédaction ou à des projets qui ont mis en valeur des initiatives locales qui permettent de faire bouger les lignes en matière de transition énergétique, en matière de gestion des forêts, en matière euh, de rénovation des bâtiments également. Nous aurons l'occasion donc d'y revenir. Mais tout d'abord, petit point logistique, sachez que cette session est enregistrée, elle est traduite en français et en anglais. Vous avez simplement besoin de cliquer sur le bouton en bas de votre écran pour choisir la langue que vous préférez. Je suis Antoine Gillot, coordinateur de l'Observatoire Climate Change, et je donne la parole tout de suite à ma collègue Tania Martha Thomas, co-auteure du rapport avec mes collègues Samuel Laval et Marine Brunier. Tania va vous présenter les principaux enseignements du bilan. Merci Antoine. Je vais passer à l'anglais pour présenter le rapport et un peu l'association aussi. So I'm going to be speaking in English now, and I hope all of you can see my screen. Présentation en français. J'espère que vous pouvez voir mon écran ici. Donc, ici, dans le cadre de la publication de ce rapport qui a été publié par l'Observatoire du Climate Change, je vais vous faire un résumé de notre organisation pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, l'Observatoire et le rapport. Et aussi, nous allons parler des enseignements majeurs qui seront inclus pour certains d'entre eux dans notre discussion. Et par la suite, nous allons discuter pendant une heure avec des présentateurs, c'est-à-dire la territorialisation de l'action est-elle en train de porter ses fruits. Donc, par rapport à Climate Change, c'est une plateforme d'acteurs non étatiques ça a été créé en 2015, ceci en préparation du COP de 2021, pour réunir des acteurs non étatiques pour travailler sur les questions de justement changement climatique. Nous publions un rapport qui est publié en anglais et français pour disséminer des bonnes pratiques, et également pour voir ce qui se passe en Afrique. Et nous avons un échange entre différentes parties prenantes. Donc, au début, nous nous sommes concentrés sur le rôle des acteurs non étatiques et le lobbying y afférent. Mais par la suite, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il fallait vraiment mettre de l'emphase sur le fait de qu'est-ce qui se fait sur le terrain. Donc, depuis les 3 dernières années, on est en train de publier de l'action climatique, par exemple, ce qui se passe sur le terrain, des plans climatiques, des mesures d'adaptation. Nous faisons également, nous mettons la lumière sur des cas d'études des pays à travers le monde. Et on fait également des événements réunissant des acteurs pour créer des synergies et pour faire des projets ensemble. Donc, nous avons également un financement par divers agences et organismes. Voici sur l'écran. Donc, maintenant, pour le rapport proprement dit. Normalement, on met de l'exergue sur les engagements, mais ici, à l'Observatoire, on essaie de prendre du recul et pour voir ce qui se passe en termes concrets qui ont déjà été entamés et effectués. Donc, on aime bien, on souhaite de raconter une histoire par rapport à ce qui se passe pour voir comment les entreprises, des gouvernements locaux et régionaux ont entrepris des actes positifs pendant les années précédentes afin de réduire leurs émissions et pour adapter au changement climatique. Donc, notre rapport évalue des secteurs, les 6 secteurs principaux, énergie, transport, bâtiment, industrie, déchets et l'utilisation du foncier. Et on fait un regard vraiment sur le terrain concret.
Donc, nous avons renouvelé notre format cette année. Nous avons 4 rubriques pour chaque secteur. Le rapport se trouve sur le lien qui vient d'être partagé. Ce rapport est interactif, très intuitif. Vous pouvez cliquer sur l'information que vous souhaitez. Vous pouvez basculer entre des pages. Donc, la première chose que nous avons dans ce rapport, ce sont des indicateurs. Ce sont des données subjectives pour voir et objectives de ce qui s'était fait dans les divers secteurs. Nous avons également 19 tendances. Chaque tendance analyse un subsecteur. Par exemple, dans le transport routier, on le divise en 2 sous-structures. Premièrement, une revue des données pour avoir une revue macro de la donnée et également des actes positifs qui ont été entrepris dans le secteur. Ensuite, le regard observatoire, c'est-à-dire nous avons fait un peu du triage de voir ce qui s'était fait, des articles venant des acteurs des régions et des tendances dans diverses régions du monde. Donc, nous avons également des signes, c'est-à-dire 50. Ce sont des initiatives que nous regroupement de toutes sortes de changements dans les initiatives, dans le marché, pour voir effectivement ce qui se passera au futur. Au final, nous avons également des cas d'études. Vous les voyez ici sur l'écran. Nous avons des partenariats, vous les voyez ici sur l'écran. Et pour bien pouvoir cerner quelles sont les bonnes pratiques qui réussissent, quelles sont les politiques qui réussissent au niveau différent et dans beaucoup de pays partout dans le monde. Nous avons également une revue qui a été publiée lors du COP26. Nous avons fait un événement publicitaire pour justement mettre de l'exergue sur les 10 enseignements majeurs de ce rapport. La complexité de ce rapport peut être définie par un retour au futur. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que la relance après l'année de pandémie COVID, nous avons des tendances. D'un côté, nous avons une accélération des actes positifs, changement climatique, éolien, solaire, engagement neutralité carbone, etc., etc. Mais en même temps, nous avons une augmentation des émissions, étant donné qu'il y a une relance, une conjoncture positive dans beaucoup de pays au monde. Donc, ce que nous présentons aujourd'hui et ce que nous faisons, c'est une revue annuelle de l'action climatique qui met de l'exergue sur les tendances et effectivement explique la complexité qui est liée à l'action climatique. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les gouvernements locaux comme acteurs. Donc, il s'agit de notre 9e grand enseignement. Les villes jouent un rôle clé dans l'action climatique parce qu'il y a une concentration non seulement de population, mais également d'émissions provenant de ces villes. Donc, en Europe, les villes signataires du Covenant des maires ont réduit entre 2005 et 2017 leurs émissions de plusieurs points de pourcentage, c'est-à-dire de 25%. Et ils espèrent de réduire encore plus d'ici 2020. Donc, nous constatons des domaines d'action urbaine. Ce sont des domaines dans lesquels ils peuvent vraiment dénicher leur propre politique, c'est-à-dire qu'ils ont la compétence judiciaire, donc c'est-à-dire gestion de déchets, des énergies renouvelables, construction des nouveaux bâtiments, également le chauffage et la climatisation des bâtiments. Par rapport au secteur électrique, on voit également que les villes deviennent de plus en plus des acteurs dans ce secteur. L'énergie ou l'électricité renouvelable prend un rôle encore plus important avec le temps. Vous voyez ici, côté droite, on voit qu'il y a 834
villes qui ont adopté au moins une initiative pour énergie renouvelable, tandis que 617 villes ont fixé des objectifs 100% énergie renouvelable. Donc, nous constatons qu'il y a beaucoup de villes qui vraiment sont des acteurs dans cette transition énergétique par rapport à l'électricité renouvelable. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent diversifier tout cela dans le cadre de cette diversification? Nous savons que les partenariats publics-privés sont des dispositifs importants. Aux États-Unis, 3306 mégawatts ont été contractualisés par l'entremise des PPA depuis 2020. Nous avons constaté également aux États-Unis un Community Choice Aggregation, c'est-à-dire le rassemblement de plusieurs petits acteurs se réunissent afin d'acheter leur électricité. Nous avons également constaté des villes importantes comme Londres et Melbourne qui également ont choisi l'utilisation de PPA pour acheter leur énergie électrique. Maintenant, un cas d'étude Melbourne en Australie. Melbourne a intégré l'électricité renouvelable d'une façon importante dans leur mix électrique. Ils ont fait cela par l'entremise du MREP, c'est-à-dire le projet d'énergie renouvelable à Melbourne. Ça a été lancé pour la première fois en 2019. Ils voulaient fournir l'électricité à 100% de leurs utilisateurs, pas avec l'énergie renouvelable, c'est-à-dire en utilisant d'abord l'éolienne. Ensuite, il y a un problème avec ce que le présentateur dit. Donc, nous voyons en tout cas que c'est un exemple à suivre. C'est une tendance qui devient de plus en plus abordable pour des villes. Maintenant, pour le secteur de la construction, nous savons que les immeubles et le secteur de la construction représentent plus d'un tiers des émissions qui sont liées à l'énergie et l'électricité. Trois quarts de ces chiffres sont utilisés pour le chauffage ou pour d'autres appareils ménagers. Nous savons que beaucoup de collectivités ont opté effectivement pour la décarbonisation ou la décarbonation de leurs immeubles, c'est-à-dire 2400 actions dans 336 villes. Et il y a également une utilisation de plus en plus poussée, c'est-à-dire de l'électrification du chauffage et également l'utilisation des réseaux de chauffage urbains. Voici un exemple. C'est un cycle fermé d'énergie. Donc, il y a un transfert dans ces systèmes, il y a un transfert entre des endroits plus chauds de la ville vers des endroits plus froids. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vous invite à consulter cette section dans le rapport. Maintenant, encore un exemple, c'est-à-dire le chauffage électrique aux États-Unis. C'est vraiment, on voit une image assez intéressante. Vers 2010, le gaz naturel était une option assez attirante pour justement faciliter la transition du charbon vers le gaz. Cependant, il y a maintenant quelques difficultés. Nous avons constaté qu'en 2019, il y a des villes aux États-Unis qui ont justement interdit l'utilisation du gaz dans des nouvelles constructions, c'est-à-dire comme exemple Berkeley en Californie. Comme rétorque, en 2020, il y a certains États qui ont effectivement introduit des actions judiciaires pour interdire ces interdictions.
C'est-à-dire, ils sont en train de solliciter judiciairement l'interdiction de ces mesures mises en place, par exemple, en Californie. Mais il faudrait savoir que le but numéro un des collectivités doit être qu'ils veillent justement aux intérêts de leur communauté. Encore un facteur, c'est la mobilité, ou un secteur important, c'est la mobilité. Nous avons vu que la planification et la mobilité doivent aller de pair. Nous avons vu qu'il y a un changement de paradigme et ceci a été mis à nu pendant la pandémie COVID-19. Nous avons constaté pendant cette pandémie qui continue aujourd'hui une réduction assez importante de l'utilisation des transports publics. Il y avait des faillites des sociétés privées de transport public. Ça a été le cas, par exemple, au Brésil. Et nous savons que l'utilisation du transport public n'a pas rebondi au niveau pré-COVID. En même temps, on a vu une augmentation de demande pour de la mobilité plus verte, c'est-à-dire des bus électriques, comme c'était le cas à Bogota, vous le voyez dans le report. Il y a également la question des voitures électriques, des EV. Nous avons également constaté beaucoup de villes au monde qui ont interdit l'utilisation des véhicules moteurs traditionnels de certaines zones dans leur centre urbain. Et nous avons vu également que la marche à pied, ou bien c'est-à-dire de marcher, et le vélo commencent à avoir de plus en plus de popularité au sein de la société. Ceci en fonction résultat des politiques publiques. Nous avons vu que l'infrastructure cycliste est de plus en plus soutenue dans beaucoup de villes, surtout en Europe. Il y a des centaines de kilomètres de voies cyclables qui ont été construites en Europe. Nous voyons, c'est soit des voies uniquement cyclables, soit des voies où il y a une restriction à la circulation véhiculaire. Dans des villes telles que Nairobi, nous avons vu également une allocation budgétaire à la mobilité douce, c'est-à-dire non motorisée. Ceci était le cas dans beaucoup d'autres villes africaines également. Mes excuses pour les bruits de fond. Je pense qu'il y a un peu de construction qui se fait dans le bureau voisin. Une autre chose qui a connu vraiment un boom, c'est-à-dire la micromobilité, et ceci était vraiment mis en exergue pendant la pandémie COVID. Ceci, par exemple, le partage des vélos, le système Vélib, des scouts. Il y a des milliers de systèmes ou bien de systèmes de partage de vélos ou bien de vélos publics partout dans le monde. Vous pouvez le voir sur le lien qui est sur l'écran ou dans le rapport. Cependant, nous avons constaté, suite à ce boom, des lacunes dans la chaîne d'approvisionnement afférentes à l'utilisation des vélos. Il y a également un facteur qui est très important, c'est-à-dire déchets et leur gestion. Le recyclage devient important. Comment sourcer les matières premières? Les acteurs locaux sont les mieux placés pour justement gérer ces questions parce que ce sont eux qui sont fondamentalement impliqués dans la gestion des déchets. Nous avons un exemple au Québec, c'est-à-dire la province s'est impliquée dans le recyclage des batteries. Ils se sont fixés des objectifs, surtout dans le cadre des EV. Les EV sont effectivement motorisés par les batteries. Donc,
il faudrait assurer l'approvisionnement de ces métaux précieux qui sont justement à l'origine de la construction ou bien qui sont utilisés dans la construction de ces batteries. Il y a des systèmes de recyclage qui sont très au point dans le recyclage de ces métaux précieux. Un autre exemple, ça vient de la Colombie-Britannique, ils ont mis en place un système EPR, c'est-à-dire les producteurs doivent s'engager à recycler une partie de leur production et c'est à eux qui doivent gérer le déchet. Ceci a été utilisé dans beaucoup de secteurs, c'est-à-dire dans la peinture et également la pâte de papier. Également, nous avons un exemple venant d'Argentine, c'est-à-dire dans la ville de Mendoza, qui essaie d'avoir un régime de traitement de déchets à 100%, avec deux objectifs. Le premier étant la protection environnementale. Deuxièmement, l'inclusion des travailleurs dans l'économie informelle. C'est quelque chose qui est très important dans cette région du monde. Nous avons également des enseignements venant de l'utilisation foncière, mais ça sera un autre présentateur qui en parlera. Et par la suite, donc, j'aimerais bien terminer ici. Merci beaucoup. Et désolé effectivement pour les travaux intempestifs. On n'arrête pas la reprise économique comme ça. Donc, c'est les contraintes du moment. En tout cas, ce n'est pas nous qui allons nous exprimer le plus aujourd'hui, ce sont nos panélistes que j'accueille aujourd'hui et que je remercie vivement pour d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je vous présente un peu tous ensemble. Dans un premier temps, nous allons accueillir Mohamed Nbou, qui est directeur climat biodiversité au Conseil des gouvernements locaux unis sur le continent africain. Donc, bonjour Mohamed et merci donc de nous avoir rejoints au pied levé avec toutes les contraintes que ça peut représenter. Bon, j'accueille également Marie-Ange Kalenga, conseillère politique forêt, gouvernance et développement à l'ONG Fern, Jean-Benoît Bell, qui est senior project manager à ACR+, un réseau de collectivités qui travaille sur la gestion des déchets et l'économie circulaire, Rutger Brouwer, qui est assistant de recherche au Building Performance Institute Europe, et puis Sébastien Delpont, qui est directeur associé de Greenflex, un cabinet de conseil qui va nous parler aujourd'hui des projets dans lesquels ils sont investis avec les collectivités locales et les gouvernements locaux sur un certain nombre de secteurs. Tout d'abord, j'aimerais, Mohamed, vous demander quelle est votre perception de la COP26 que nous venons de conclure il y a quelques semaines. Vous êtes un habitué de ces grands rendez-vous internationaux et depuis des années, les gouvernements locaux, à travers ce qu'on appelle la constituante, donc, la LGMA, c'est-à-dire le groupe représentatif des gouvernements locaux à travers le monde, vous vous battez pour que la COP, qui est l'enceinte des États par excellence, reconnaisse le rôle des gouvernements locaux. Quand on voit un peu tous les exemples qu'a présenté Tania et tous ceux que nos invités vont nous présenter aussi par la suite, quel est votre sentiment, vous, par rapport aux résultats de la COP26 ? En tout cas, merci beaucoup, Antoine. Et je voudrais tout d'abord féliciter Tania pour l'excellent exposé qui a été fait. Donc, il reflète toute la dynamique des acteurs non étatiques et qui sont extrêmement importants. Avant de parler sur le bilan de la COP, je crois qu'il est important de contextualiser la COP26 parce que la COP26, il a été organisé quand même dans un contexte très particulier, marqué par une double crise, la crise de pandémie, mais également la crise économique qui a été générée par cette crise sanitaire. Aussi, je voudrais également mettre en avant le rapport du GIEC qui a alerté l'ensemble de la communauté internationale comme quoi le dérèglement climatique va trop vite par rapport aux actions qu'on est en train de faire et qu'il est temps à ce qu'on puisse le ressaisir pour qu'on puisse mettre notre développement notre développement dans une trajectoire plus ou moins dans une trajectoire fixée par l'accord de Paris, à savoir 1,5. Donc,
également rajouter dans ce contexte, c'est le retour des États-Unis d'Amérique. Pardon, excusez-moi, est-ce qu'on peut demander à Monsieur Nbou de parler un peu plus près du micro? C'est pour les interprètes. Merci. Allô? Merci. Oui, on vous entend. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Parce que vous m'entendez? On vous entend très bien. C'est pour les interprètes, ça facilite. Oui, oui, tout à fait. Non, je voudrais juste également rappeler quand même, parce que c'est extrêmement important, c'est le retour des États-Unis à l'accord de Paris. Donc, c'était un contexte extrêmement très spécial quand même que s'est déroulé la COP 26. Quant au résultat, je crois que le résultat, ils étaient tellement ambitieux que finalement, on est resté à notre fin parce que au niveau des deux piliers majeurs de l'accord de Paris, à savoir l'adaptation et l'atténuation, je crois au niveau de l'atténuation, l'agrégation de l'ensemble des CDN qui ont été faits jusqu'à présent montre qu'on est à 2,5, c'est-à-dire on est plus ou moins loin par rapport à l'objectif de 1,5 degré. Et ce pacte également de Glasgow, il a fait quand même des avancées relativement intéressantes, notamment en matière de réduction progressive de la production d'électricité de charbon, parce que c'est la première fois où, d'une manière explicite, on mentionne dans le pacte de Glasgow la question des subventions et des combustibles fossiles. Il faut également noter que dans le cadre de ce bilan, je crois qu'il y a une chose qui est intéressante quand même, et surtout pour les collectivités territoriales, c'est que maintenant, on encourage d'une manière très franche les solutions basées sur la nature. Or, comme vous savez, les solutions basées sur la nature, ils sont largement un défi territorial. Donc c'est une question qui met quand même les collectivités locales au cœur de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Parce que au niveau de ce bilan, ils ont acté comme quoi des solutions basées sur la nature doivent être incorporées dans le processus de la révision des CDN. Ça, c'est extrêmement important pour moi. Également, il y avait quand même 34 pays et 5 institutions financières qui se sont engagées à mettre fin au soutien public pour les énergies fossiles. Pourquoi c'est important? Parce que c'est extrêmement important, parce que les engagements au niveau national puissent être d'une manière très franche pour que justement au niveau, on parle de la territorialisation, pour que la territorialisation puisse être claire et crédible. Parce qu'on ne peut pas demander... Allô? Allô? Merci, s'il vous plaît, de fermer vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Ça évite les... Non, je disais que c'est extrêmement important parce qu'il y avait des engagements quand même des institutions financières et des pays. Et, ça a été dit, 34 pays et 5 institutions financières qui se sont engagées à mettre fin au soutien pour les énergies fossiles d'ici 2022, c'est-à-dire c'est pour l'année prochaine. Donc, pour vous dire qu'il est extrêmement important à ce qu'on puisse faire une analyse approfondie sur les engagements pour atteindre l'objectif de 1,5 degré et de voir dans quelle mesure on peut positionner les collectivités territoriales. Donc, à travers juste cette description, on peut dire que au niveau des collectivités locales, il y a un espace extraordinaire, il y a un espace important à combler pour que justement cet objectif de 1,5 degré puisse être atteint, puisque maintenant, et comme vous l'avez très bien dit Antoine, c'est qu'il y avait quand même un plaidoyer important au niveau du groupe de LMG
pour que justement les collectivités locales puissent être insérées dans ce processus. D'ailleurs, il a été établi dans le cadre de la déclaration finale comme quoi les collectivités locales peuvent jouer un rôle important dans l'accélération de la territorialisation, puisque ici on parle de la territorialisation des CDN. Deuxième point, on va peut-être revenir sur les perspectives vers les collectivités territoriales et les communautés locales à la fin de cette discussion. Peut-être qu'on peut enchaîner sur les quelques exemples précis. Justement, vous avez parlé des solutions fondées pour la nature. Ça m'amène à ouvrir peut-être la parole à Marie-Ange Kalenga de Fern. Bonjour Marie-Ange. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Antoine, Oui, Mohamed. je voudrais juste finir. Oui, autant pour moi. Juste en 1 minute, si c'est possible. Merci En beaucoup. 1 minute, la question de l'adaptation. Je voudrais également, l'adaptation, vous le savez très bien, c'est un défi largement territorial aussi. Parce que c'est la première fois où le fonds d'adaptation a été quand même boosté à 356 millions de dollars. Pour dire que justement, cette question de l'adaptation a pris une place importante. Et il y a une chose qui a été actée également dans le cadre de Glasgow, c'est que pour la première fois, le GIEC est invité à délivrer un rapport sur les besoins de l'adaptation et les options de réponse. Je finis pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je vois que on a un retour en fait en fin de discussion sur la perspective aussi sur la COP27. Donc vous avez raison d'évoquer l'adaptation, qui est un petit peu à la croisée des chemins sur le sujet qu'on va aborder maintenant effectivement avec Marie-Ange, celui de la gestion des forêts et l'implication des communautés locales dans la gestion des forêts. Les forêts sont à la fois un puits de carbone important, un élément essentiel des stratégies d'atténuation, mais c'est aussi un élément important de la vie sociale et économique de nombreuses populations, et cela partout dans le monde, qui a un impact également sur l'adaptation au changement climatique. Vous allez peut-être pouvoir nous éclairer un petit peu sur comment est-ce que évolue justement l'association des populations dans la gestion de ces forêts. On a vu que l'Europe, par exemple, avait failli remettre en cause récemment le fameux FLEGT, c'est-à-dire le Forest Law Enforcement Governance and Trade, et les accords de partenariat volontaire. Donc, c'est un dispositif créé par l'Union européenne qui vise en fait à pousser notamment la gestion communautaire des forêts pour limiter la déforestation importée sur le territoire européen. Donc, on a vu que dans plusieurs pays, ça avait eu un impact assez important pour limiter la déforestation. L'UE a failli remettre en question ce dispositif, et pourtant, vous avez écrit dans le bilan une tendance sur cette gestion communautaire des forêts, vous avez montré les vertus que ça pouvait avoir. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça se passe, notamment dans le contexte d'Afrique centrale que vous connaissez bien? Merci beaucoup Antoine et merci beaucoup à Climate Change d'avoir invité Fern. 2 petits mots sur notre organisation. Nous sommes une ONG environnementale basée à Bruxelles, au cœur des institutions européennes, et nous œuvrons depuis plus d'une vingtaine d'années pour que les politiques de l'Union européenne aient un impact positif, non seulement sur la protection des forêts, mais aussi sur les droits des populations qui en sont tributaires. Donc, nous travaillons avec des organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, mais également en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. Alors, votre question, elle est extrêmement pertinente dans un contexte qui est marqué par des évolutions réglementaires au niveau européen, mais également au niveau mondial pour lutter contre la déforestation. Et le mois dernier, donc le 17 novembre, la Commission européenne a enfin mis sur la table sa proposition de règlement pour lutter contre la déforestation et prendre un petit peu sa part de responsabilité dans la consommation de produits agricoles qui entraînent la destruction des forêts en Amazonie, mais également en Afrique, etc. Et donc, dans le cadre donc, de l'élaboration de ce règlement, il a été question à un moment.
Excusez-moi, merci de fermer vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Ça crée des interruptions intempestives. Merci beaucoup. Alors, il était question, dans le cadre de l'élaboration de cet instrument, de mettre fin effectivement aux accords de partenariat volontaire, qui auraient ceux qui auraient constitué une hérésie, puisque ces accords sont censés justement lutter contre la déforestation illégale mue par l'exploitation du bois et sa commercialisation. Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que ces accords contiennent un volet social très important puisqu'il permet de définir de nouvelles pratiques, mais aussi d'élaborer de nouveaux textes réglementaires pour la mise en place d'outils tels que la foresterie communautaire, la foresterie participative. Et on a vu que ça a été le cas notamment en Afrique centrale, où des pays comme le Cameroun, comme la République centrafricaine, comme la République du Congo, ont intégré dans leur code forestier donc, l'outil foresterie communautaire et ont utilisé l'APV comme levier pour renforcer ces engagements et aussi amener les communautés forestières, mais aussi la société civile et le secteur privé autour de la table pour un dialogue sur les mesures pertinentes afin d'améliorer la contribution du secteur forestier à l'économie, mais aussi aux conditions de vie des communautés locales. Ce que l'on peut dire sur la gestion communautaire des forêts en Afrique centrale en ce moment, c'est qu'elle est un petit peu à la peine, contrairement à d'autres régions comme l'Amérique latine ou l'Asie du Sud-Est, pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que très peu de terres sont attribuées aux communautés directement, donc elles n'en ont pas la propriété juridique. On parle donc de 1% en Afrique centrale contre 10% dans le monde. Donc ça, c'est un frein un petit peu au déploiement de la foresterie communautaire. On peut dire aussi que le cadre juridique, même s'il a évolué dans un sens positif, reste encore malheureusement pas forcément très clair et pas forcément très favorable aux communautés qui doivent finalement pouvoir naviguer avec des outils de gestion dont elles n'ont pas forcément la maîtrise et dont elles n'ont pas forcément les capacités ni les ressources financières donc, voilà. Et on peut dire effectivement aussi que le déploiement de la foresterie communautaire se heurte à d'autres enjeux et à d'autres priorités en Afrique centrale, où la plupart des États aspirent à l'émergence et ont élaboré des politiques de diversification qui vont peut-être accroître la pression sur les forêts. Donc, les politiques de diversification en matière d'agriculture, certains rêvent un petit peu donc, du modèle des dragons asiatiques comme l'Indonésie, qui a bâti un petit peu donc, son économie sur l'exportation, entre autres, du palmier à huile, mais aussi un modèle qui est basé sur l'extraction des minerais, comme en République du Congo ou du pétrole. Donc, tous ces, on va dire, ces priorités, finalement, ne vont pas dans le sens de renforcer la protection des forêts et aussi d'associer les communautés comme acteurs à part entière donc, de la gestion durable de ces terres et de la lutte contre le changement climatique. Alors, tout à l'heure, l'intervenant parlait des solutions fondées sur la nature. Nous pensons que renforcer les droits des communautés en leur donnant par exemple, un meilleur accès à des outils comme la foresterie communautaire va tout à fait dans le sens de solutions fondées sur la nature inclusives et vertueuses et qui permettent aussi de s'attaquer à des problèmes de vulnérabilité, comme donc, la pauvreté rurale, les inégalités de genre. Il y a des instituts de recherche spécialisés comme le World Resources Institute ou bien des ONG internationales comme le Rights and Resources Initiative qui ont montré en fait que renforcer les droits des communautés, finalement, c'était un outil très, très important pour la protection des forêts et la lutte contre le changement climatique, en montrant que les taux de déforestation dans les zones qui étaient gérées par des communautés, notamment au Guatemala, au Brésil ou plus généralement en Amazonie,
connaissaient des taux de déforestation qui étaient bien moindres que les zones qui n'étaient pas sous contrôle communautaire, sous une forme de gestion communautaire. Ces recherches ont également montré en fait que les forêts dans lesquelles vivent les communautés et qui sont gérées par elles absorbent davantage de carbone puisqu'elles sont de meilleure qualité. Ce sont des forêts qui sont en meilleure santé. Donc, ce que nous pouvons dire par rapport à la situation en Afrique centrale, c'est peut-être de regarder ce qui s'est passé dans d'autres régions, dans d'autres géographies, pour essayer d'en tirer les meilleures leçons possibles. Et puis, se rappeler quand même que les communautés qui dépendent des forêts dans cette sous-région représentent à peu près 60 millions de la population, que ces communautés, finalement, depuis des générations, ont su préserver les forêts, les connaissent mieux que quiconque et en sont les meilleures ambassadrices. Donc, on ne peut pas parler de protection de ces forêts sans les associer véritablement à travers des outils comme les accords de partenariat volontaire, bien sûr, mais à travers d'autres outils. Donc, on parlait de l'Union européenne. Elle va probablement, dans le cadre de ce nouveau règlement, essayer d'adopter ou de mettre en place d'autres outils qui permettent de renforcer la contribution des forêts aux objectifs de développement durable. Donc, elle va peut-être mettre en place ce qu'on appelle des partenariats pour les forêts, toujours dans le cadre d'outils qui pourraient être utiles pour servir de levier à un déploiement, on va dire, plus rapide et plus ancré de la foresterie communautaire. Il y a les contributions déterminées au niveau national, effectivement, dans le cadre de l'accord de Paris. Certaines ont inclus la foresterie communautaire comme outil d'atténuation et d'adaptation. Et on espère qu'au-delà de 2022, davantage de pays d'Afrique centrale saisiront aussi cette opportunité pour davantage associer les communautés. On va revenir sur cette question justement, puisque vous avez évoqué les CDN. On va y revenir dans un second temps sur la question de la coopération internationale notamment et comment est-ce que la mise en réseau peut inspirer à la fois les politiques nationales, mais aussi aider les communautés locales lorsqu'elles prennent la charge de la gestion donc, des forêts ici, à s'inspirer des meilleures pratiques autour d'elles, car on a vu effectivement qu'il y avait des enjeux de gouvernance importants qui méritent justement des structures de dialogue et d'échange pour faire avancer cela. Donc, on va y revenir dans un instant. La question des forêts, elle fait écho en fait aussi, et c'est en fait tout l'enjeu de la lutte et de l'atténuation contre le changement climatique à notre empreinte matière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un consommateur, où qu'il soit dans le monde, consomme en termes de matière pour satisfaire à ses besoins et au service et aux biens de consommation qu'il a besoin pour vivre. Un monde bas carbone, ça reste donc un monde qui serait aussi très matériel, qui a besoin de ressources, d'énergie, donc on a besoin de gérer ces ressources. Évidemment, donc l'économie circulaire est une porte d'entrée sur un modèle beaucoup plus vertueux dans la gestion de ces matières. L'UNEP, l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement, estime qu'un monde durable, ce serait un monde qui aurait une empreinte matérielle globale de 7 tonnes par habitant. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 12 tonnes 3. Donc, on est quand même très largement au-dessus, y compris dans les pays à revenus élevés, on monte jusqu'à 27 tonnes par habitant. Donc, il y a un enjeu de développer ainsi un lien entre les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de matière. Et ça signifie aussi qu'il faut être en mesure de développer des solutions de recyclage, des solutions d'économie circulaire. Le dernier rapport en date qui a fait un bilan global sur la gestion des déchets, c'était la Banque mondiale qui l'avait produit en 2018. C'est dire à quel point le lien entre économie circulaire, émissions de gaz à effet de serre, gestion des déchets est encore assez faible. Jean-Benoît Bel, la parole est à vous. Vous travaillez donc pour ACR+, qui est un réseau de collectivités qui justement s'intéresse à ces questions de gestion des déchets et de déploiement de systèmes beaucoup plus circulaires. Comment est-ce que vous avez perçu l'année qui s'est écoulée en termes d'économie circulaire, de progression des collectivités dans la gestion de leurs déchets? On a vu que le Covid avait pu avoir un impact très important sur la production de déchets, mais est-ce qu'il y a aussi des avancées significatives que vous avez pu observer chez ACR+?
Bonjour à tous, merci déjà de me donner la parole et bravo pour votre rapport, là c'est très intéressant et un énorme travail et de montrer le rôle des acteurs locaux, c'est fondamental je pense. Oui, très rapidement à CR+, on a un réseau de collectivités européennes, donc de villes, de régions, et notre rôle c'est de faciliter les échanges de bonnes pratiques et d'aider nos membres à progresser dans leur stratégie d'économie circulaire. Et effectivement, on voit pas mal de progrès réalisés en termes d'économie circulaire. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est aussi un lien qui n'était pas forcément évident, parce que pendant longtemps, on a associé économie circulaire à la gestion des déchets, et l'impact des déchets, en tout cas en Europe, sur le climat n'est pas si important que ça. Mais depuis quelques années, on a quand même de plus en plus de preuves pour montrer que la gestion des ressources matières a un impact, une empreinte carbone très considérable, au même titre que l'énergie. Et avec ce constat-là, ce qu'on a voulu faire à CR+, c'est en lançant une campagne qui s'appelle More Circularity, Less Carbone, donc plus de circularité, moins de carbone, c'est d'aider nos membres à mettre en évidence ce lien entre leur stratégie locale d'économie circulaire et les stratégies locales de carbone, qui sont souvent beaucoup tournées vers l'énergie et un peu moins vers l'économie circulaire. Donc l'idée, c'était de les outiller pour ce faire. On a aussi une tendance dans l'économie circulaire à regarder les quantités, et notamment les quantités de déchets, parce que les principaux objectifs qu'on a actuellement, c'est les objectifs de recyclage au niveau local, donc des pourcentages de recyclage ou alors des pourcentages de mise en décharge à diminuer. Donc, on a souvent cette approche très matière, très quantitative, des tonnes de déchets, sans que ça ait forcément de lien avec l'impact environnemental. Donc, on voulait aussi explorer ces aspects-là avec notre campagne. Et l'idée aussi, c'était d'aider nos membres à sortir de leur comptabilité carbone territoriale et de regarder un peu plus ce qu'ils consomment, c'est-à-dire les émissions qui sont importées, qui sont exportées. Donc voilà, tout ça, c'est aussi le fruit d'une opportunité, c'est qu'on a un de nos membres qui s'appelle Zero Waste Scotland, qui est l'agence d'économie circulaire d'Écosse, qui a mis en place depuis 2011 un outil de suivi dans l'empreinte carbone de leurs déchets. L'avantage de l'outil pour nous, c'est qu'il est assez simple à mettre en place au niveau local, c'est-à-dire qu'il se base sur des données déchets qui sont souvent disponibles, alors que les données consommation de ressources au niveau des villes, c'est plus compliqué à estimer. Et l'idée de cet outil, en fait, c'est de regarder la composition des déchets, de regarder ce qu'on en fait, où est-ce que ça va, si ça va au recyclage, en incinération, en mise en décharge. Et en collectant les données locales sur les déchets, mais aussi sur les modes de gestion, la composition, etc., d'évaluer l'empreinte carbone. Alors, pas seulement du traitement, on regarde bien sûr l'impact de l'enfouissement, de l'incinération, du recyclage, du réemploi, mais aussi on regarde l'empreinte qui est contenue en fait dans ces déchets qu'on jette, c'est-à-dire toutes les émissions qui ont été occasionnées par l'extraction des matières et la production des produits qui sont devenus des déchets. Parce qu'on a toujours cette vision du déchet comme une valeur, mais il ne faut pas oublier que le déchet, quand on jette ce déchet, en fait, on jette toute l'empreinte carbone qui a été nécessaire à le produire avant. Et l'idée derrière, c'est qu'on aide, voilà, nos membres nous fournissent des données et on les passe à la moulinette de l'outil de Zero Waste Scotland et on va regarder quels sont les impacts principaux avec comme objectif, comme idée de regarder qu'est-ce que ça veut dire en termes d'économie circulaire, en termes de stratégie de déchets, de réduire l'empreinte carbone de 25%. Donc, on a accompagné comme ça 6 membres depuis 2019, depuis qu'on a lancé, 2020 plutôt, depuis qu'on a lancé l'enquête. Et ce qui sort des premiers résultats, c'est que il y a des différences territoriales, effectivement, mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Ce qu'on voit, c'est que chez les membres qu'on a pu suivre, c'est que la gestion des déchets, leur gestion des déchets, c'est-à-dire quand le déchet est produit et qu'on le traite, en général, elle est soit neutre, soit elle permet d'éviter des émissions, principalement grâce au recyclage. Donc, ce qui est assez positif. Par contre, quand on ajoute l'empreinte carbone contenue dans les déchets, c'est-à-dire ce qu'on a émis pour les produire, pour extraire les ressources, là, on se rend compte que la gestion des déchets a finalement très peu d'impact
et que le gros enjeu, ça va être plutôt de limiter cette production de déchets ou de favoriser la conservation des matières par le réemploi. On a quelques exceptions, on a des fractions comme le verre d'emballage, où alors là, on va avoir le recyclage, on va dire en boucle fermée, permet de pas mal limiter l'impact général des fractions, mais pour la plupart des fractions, en fait, on se rend compte qu'en termes de carbone, le recyclage va avoir des limites. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de recycler, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter qu'on peut faire n'importe quelle ressource. Il y a aussi tout un potentiel d'améliorer la qualité du recyclage, d'améliorer les techniques, mais on se rend compte aussi qu'on ne risque pas d'atteindre la neutralité carbone avec seulement une gestion en fin de vie des déchets, et qu'il va falloir vraiment se remettre au centre de la table tout ce qui est prévention, réemploi, et de se reposer ces questions-là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre les quantités, les tonnes de déchets et l'impact carbone. Et ça se voit sur les fractions prioritaires, ce n'est pas forcément les plus grosses fractions qui ont le plus gros impact. Et en général, ce qu'on trouve comme fraction avec un impact carbone fort chez nos membres, c'est les plastiques. Tout ce qui est alimentaire, l'aliment, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus connu, que le gaspillage alimentaire a un potentiel énorme en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais une fraction qui est assez marginale en termes de quantité et qui a un énorme impact carbone, ce sont les textiles, en fait. C'est un peu la surprise qu'on a à chaque fois. C'est les textiles, ça représente quelques pourcents dans les déchets municipaux, mais l'impact carbone, ça peut aller un tiers, un quart, un peu plus, voire plus, de l'empreinte carbone des déchets municipaux. Et donc, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de croiser, en fait, d'analyser ces données de manière comparative pour essayer de mieux comprendre le lien entre les stratégies locales, en quoi les contextes vont faire changer cette empreinte carbone, et puis de voir dans quelle mesure on peut mettre en place des actions de prévention de réemploi beaucoup plus ambitieuses pour réduire cette empreinte carbone. À titre d'exemple, réduire de 25% l'empreinte carbone de déchets municipaux de la plupart de nos membres, ça reviendrait à réduire de 20% la production de déchets municipaux, ce qui est énorme. Ça veut dire passer en gros de 500 kg à 400 kg. Et c'est que 25%, c'est-à-dire qu'on est loin de la neutralité carbone. Ce qu'on va essayer de voir aussi, c'est que les acteurs locaux, ils vont être capables de mettre en place des actions sur la fin de vie ou sur la prévention, mais qu'on a aussi des soucis liés à la conception des produits. Je parlais des textiles. On a des textiles qui sont de plus en plus difficiles à employer parce que la qualité n'est pas forcément là. On a aussi des logiques de marché, de durée de vie des produits plus courtes, des effets de mode, des choses comme ça qui vont un peu à l'encontre de ces stratégies-là. Du coup, l'idée aussi de la campagne, c'est de voir dans quelle mesure il faut aussi travailler avec les autres acteurs pour aller vers cette neutralité carbone. Voilà, merci, on aura l'occasion du coup de réaborder peut-être cette dynamique de partenariat sur tous les sujets qu'on va aborder au cours de cette table ronde, puisque c'est un enjeu essentiel. La question de la gouvernance, Marie-Ange a déjà commencé à le soulever sur le domaine des forêts. Rutger Brouwer, je vais vous donner la parole en posant ma question en français, mais j'espère que la traduction marche bien et que je ne parle pas trop vite. Les Pays-Bas, sur le secteur des bâtiments, ont fixé un objectif de décarboner 1,5 million de bâtiments en 2030. Et donc pour ça, elle s'appuie sur les gouvernements locaux à travers ce qu'on appelle des Heat Transition Vision Strategies. Donc on joue vraiment sur l'aspect consommation énergétique du bâtiment. Tania a présenté tout à l'heure les proportions d'émissions et de consommation énergétique des bâtiments. On a vu qu'il y avait ce dispositif-là aux Pays-Bas assez impressionnant en fait, de gouvernance multiniveau qui s'était mis en place pour fixer des objectifs de rénovation thermique. Quand on voit les difficultés qu'on rencontre en France pour atteindre les objectifs sur la rénovation thermique, c'est assez impressionnant de voir ce genre de dispositif administratif et réglementaire mis en place. Vous avez écrit un cas d'étude au sein du rapport que nous avons publié à ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les progrès qui ont été réalisés par ces gouvernements locaux et quelles sont aussi les difficultés qu'ils rencontrent pour mettre en œuvre ces objectifs? Merci beaucoup, Antoine, et bonjour à tous et à toutes. I'll switch now to English. My name is Rutger Brouwer, and I'll shortly dive into the et je vais rentrer donc
Je suis rentrée dans ce programme il n'y a pas très longtemps. J'ai donc fait une petite présentation que je veux vous montrer. J'espère que vous voyez mon écran. Donc, je vois les pouces levés. Alors, je vais parler de l'approche du district, comme on l'appelle aux Pays-Bas, et le rôle des autorités locales, des gouvernements locaux. Alors, d'abord, je travaille pour BPIE. Nous sommes un think tank qui travaille dans le domaine du bâtiment. Nous faisons beaucoup de recherches. Pourquoi les bâtiments sont importants, Antoine? Antoine en a parlé de l'urgence du secteur du bâtiment. En Europe, beaucoup de bâtiments ont été construits avant 1975. 50% seront encore debout dans l'avenir, jusqu'en 2050. En même temps, nous voyons que les bâtiments sont responsables pour 40% des émissions, des consommations d'énergie et 36% des émissions de CO2 en Europe. C'est pourquoi c'est important de rénover les bâtiments en Europe. C'est pourquoi le gouvernement a planifié de faire cela, a prévu de faire cela. Beaucoup de personnes passent du temps dans les bâtiments et beaucoup d'électricité est consommée dans ces bâtiments, 40%. Beaucoup de personnes ne peuvent pas bien chauffer leurs bâtiments. Ce sont des questions qui peuvent être aussi abordées alors que nous cherchons à faire des rénovations. Je vais parler de 5 choses dans ma présentation. D'abord, la rénovation, les stratégies, c'est-à-dire pour la rénovation, comment est-ce que cela marche pour avoir une stratégie de transition, quel est le rôle des municipalités, quels sont les outils utilisés pour faire le suivi et la mise en place de ces stratégies, quels sont les défis rencontrés par les villes. Alors, pourquoi les municipalités ont-elles ces stratégies de décarbonation? À cause des accords de Paris sur le climat, pour justement décarboniser plus d'1,5 million de bâtiments d'ici à 2030, en plus des stratégies énergie régionales, pour essayer de voir ce qui est disponible, quelles sont les ressources de chauffage disponibles, et ainsi qu'un programme avec des projets pilotes pour décarboniser, qui peuvent être des leçons tirées pour d'autres projets. Alors, quelle est cette stratégie de transition pour le chauffage par les municipalités? En Pays-Bas, 352 municipalités qui doivent donc soumettre ces stratégies avant la fin de l'année. Dans les stratégies, ce sont en fait des feuilles de route pour montrer comment décarboniser les bâtiments, tous les bâtiments de la ville. D'ici à 2030, les villes doivent donc montrer plusieurs districts avec lesquels ils vont commencer. Pour ces districts choisis, ils devront donc montrer des mises en place, des plans de mise en œuvre détaillés. D'ici l'année prochaine, vous voyez ici les 5 étapes que les municipalités doivent suivre pour pouvoir faire cela. D'abord, explorer, planifier, analyser, faire un projet et ensuite, le projet doit être adopté par le conseil. Les outils utilisés pour la mise en œuvre et le suivi, d'abord, au niveau de l'expertise, c'est-à-dire le centre d'expertise qui est disponible pour toutes les municipalités, pour toute question de nature technique ou financière ou autre. Ensuite, des modèles sont développés, par exemple, comment calculer les coûts après la rénovation, après des études de cas, comment les directives aussi, comment impliquer aussi les acteurs locaux, les entreprises, les systèmes de distribution, les opérateurs, etc. Et ensuite, il y a une carte qui montre quelles municipalités ont déjà complété donc cette transition, cette stratégie plutôt. En 2021, septembre 2021, il y a eu donc un rapport qui a été mis à jour. Vous voyez ici les résultats à gauche. Vous voyez en vert et en jaune, donc, ce qui a été déjà fait comme stratégie. En bleu, ceux qui sont en train d'écrire les stratégies et celles qui sont anticipées donc, dans l'enquête. Vous voyez ici,
Un tiers des stratégies sont déjà finies. Une partie ont été déjà adoptées à droite. Vous voyez pour celles qui ont été adoptées en vert, quels sont les résultats et quelle est l'ambition d'ici à 2030 pour décarboniser les bâtiments résidentiels, les autres bâtiments aussi, pour qu'ils soient sans gaz. C'est un plus petit pourcentage, bien sûr, et également le nombre de bâtiments qui doivent être isolés, mais qui vont quand même maintenir le gaz. Les efforts qui sont faits sont montrés ici. Mais il reste bien sûr des défis. Comme nous mettons en place ces stratégies, il y a différentes difficultés juridiques, sociales, techniques. L'étendue du projet, la participation des acteurs est essentielle. Dans cette stratégie, les municipalités sélectionnent des districts, mais dans beaucoup de districts, il n'y a pas encore de solutions qui devront être trouvées à l'avenir. Il y a une plateforme qui montre ici un lien pour partager les leçons apprises au cours de cette stratégie. Nous voyons que les municipalités ne peuvent pas le faire seules. Il doit y avoir aussi des initiatives au niveau national pour faciliter. Donc, selon la loi, là, il y a une loi du chauffage, selon l'acte ou la loi de planning et d'environnement, pour décarboniser 90%, et pour les 5% qui ne sont pas disponibles, d'autres pipelines de gaz doivent être reconstruites. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il doit faire un changement dans la loi pour pouvoir décarboniser des districts entiers. Il doit y avoir bien sûr une incitative financière au niveau du prix de l'électricité qui doit baisser, du gaz qui doit augmenter, et plus d'isolation également avec des pompes à chaleur. Alors, les points principaux, les autorités locales sont les acteurs principaux pour la décarbonisation des bâtiments. Elles sont mieux enracinées, elles connaissent mieux les utilisateurs et les propriétaires. Les municipalités, au nombre de 137, ont déjà complété la stratégie. La mise en place est assez lente pour certaines municipalités, pour d'autres, ça va assez vite. Et donc, les leçons à tirer dans l'ensemble, cette stratégie montre la complexité de la tâche. Il est nécessaire d'avoir davantage de financement et des questions sociales, judiciaires ou techniques peuvent aussi apparaître. C'était donc ma présentation. Merci beaucoup. This is a good transition. Sur une localité néerlandaise, la ville de Heerlen, aux Pays-Bas, en partenariat avec Construction 21. Et on s'est intéressé en particulier à la mise en place là-bas d'un réseau de chaleur et de froid 5e génération que Tania a très brièvement présenté tout à l'heure. Alors, je me tourne maintenant vers Sébastien Delpont de Greenflex. Sébastien, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, je vous entends parfaitement. Super, bienvenue avec nous. Greenflex est donc un cabinet de conseil. Vous allez nous présenter très brièvement. Vous prenez part, dans le cadre de vos activités, à des projets européens, notamment de coopération interrégionale. Et en l'occurrence, il y a un projet européen qui s'appelle D2Grid, qui vise à déployer les réseaux de chaleur et de froid 5e génération dans plusieurs localités. Donc, ma question, elle est simple, c'est quelles sont les vertus de ces réseaux de froid et de chaleur 5G et comment est-ce qu'on adapte cette pratique aux différentes caractéristiques des territoires? Bonjour à tous. Eh bien oui, je vais vous répondre à ça. Donc, effectivement, on est un cabinet de conseil et une structure qui accompagne la transition plus globalement des collectivités ou des entreprises avec des métiers de conseil, des métiers d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de solutions de financement. On accompagne un certain nombre de projets urbains avec effectivement des collectivités qui se disent comment ce morceau de ville, on arrive à l'accompagner dans sa transition radicale. Ça a été évoqué, il y a différents grands chantiers à mener. Quand on a des forêts, il y a des sujets à traiter autour de ça, il y a des sujets autour de l'alimentation, bien évidemment des sujets autour des matériaux de construction, et puis deux grands sujets que sont l'efficacité énergétique et le fait de se sourcer un renouvelable local, qui sont des grands chantiers à mener. Donc là, l'idée, c'est de se dire effectivement à différents contextes territoriaux, différents potentiels de ressources énergétiques, simplement comment on arrive à transformer et valoriser en tout cas ces utilisations pour que demain, dans une perspective d'économie plus circulaire, on applique aussi cet esprit d'économie circulaire à l'énergie pour boucler en local autant que possible ces ressources énergétiques.
Et donc, ce que vise à faire ce projet d'expérimentation d'E2Grid, c'est bien un projet collectif. On est 14 partenaires européens, des Écossais, des Anglais, des Français, des Allemands et des Hollandais à expérimenter ça, avec l'idée qu'il y a plein d'expérimentations vertueuses à mener, et puis surtout, il faut les connecter entre elles. C'est qu'il ne faut pas juste une pièce de plus dans le musée des démonstrateurs, mais aussi qu'on puisse à un moment changer d'échelle avec des standards qui s'imposent et que ça coûte moins cher d'avoir des solutions vertueuses pour mieux activer le potentiel d'énergie renouvelable locale des territoires. Et donc, ce qu'on a travaillé dans des réseaux de boucles locales énergétiques de 5e génération, c'est d'avoir une vision plus intégrée de ces questions. Plus intégrée, c'est comment à l'échelle du territoire, on qualifie bien effectivement l'ensemble des besoins énergétiques, parce qu'il y a du logement, parce qu'il y a du bureau, parce qu'il y a des usines, quels sont les besoins réels, qu'il s'agisse de chaud, de froid ou d'électricité. L'idée, ce n'est pas de faire les systèmes et les réseaux les uns après les autres sans se coordonner, notamment parce qu'on va avoir des systèmes aussi et des endroits où on va avoir des besoins de chaud à certains moments de l'année, de froid à un autre moment. Est-ce que ça peut correspondre de façon synergique à d'autres besoins complémentaires sur le sujet pour limiter les besoins de puissance ou bien faire des échanges locaux? Donc, l'idée, il y a besoin d'un travail de programmation forcément qui est nécessaire, avec des réflexions, ce qui est aussi le besoin aujourd'hui, ce qui est le besoin de demain. Si je suis un territoire rural, demain, si j'ai un développement d'une agriculture avec moins d'élevage, j'ai potentiellement moins de lisiers, et moins de lisiers, c'est moins de potentiel méthanogène pour développer du biogaz. Il y a beaucoup de questions. Le besoin aujourd'hui n'est pas celui de demain. Donc, dimensionner des systèmes aujourd'hui, si on isole les bâtiments beaucoup mieux, il ne faut pas qu'on soit en surdimensionnement. Donc, il y a plein de questions importantes. L'idée, c'est d'avoir une vision un peu plus intégrée de ces questions de besoins aujourd'hui-demain, de réfléchir ces potentiels de flexibilité et ces besoins énergétiques de différentes natures. Avec quand même au cœur des dispositifs un travail avec des réseaux donc de chaleur, mais des réseaux de chaleur de basse température qui permettent de mieux valoriser un plus grand panel de ressources d'énergie locale renouvelable. L'idée, c'est d'avoir cette circulation, en tout cas d'eau chaude, mais d'eau chaude à 80 degrés. On ne parle pas de vapeur, qui permet en tout cas, pour produire de l'eau à 80 degrés, d'avoir un panel de sources de chaleur plus large que je peux utiliser, du solaire thermique à certains endroits, de la géothermie à d'autres, de la chaleur fatale de data center. On voit qu'effectivement, c'est des objets urbains qu'on voit arriver nouvellement dans nos territoires, le développement de data center. Voilà, s'ils ne sont pas connectés avec des infrastructures qui permettent d'en récupérer de la chaleur, c'est juste du gaspillage. En tout cas, il y a un usage, mais effectivement, il y a du gaspillage. L'idée, c'est de réfléchir ces besoins, ça permet de mieux les connecter. Et ensuite, on va avoir des pompes à chaleur qui vont se greffer sur cette boucle basse température, qui vont répondre à ces besoins avec un rendement extrêmement performant par rapport aux usages qui vont être ceux. Donc, l'idée, c'est de faire émerger sur les territoires des consommateurs, parce qu'il y a des endroits, on va voir dans certains bâtiments tertiaires, des moments où la climatisation est en route, et donc on va pouvoir, en tout cas, donner de la chaleur au réseau. D'autres endroits, on va pouvoir prendre du froid sur le réseau. Donc, effectivement, il y a ces usages différents selon aussi les saisons, en réfléchissant aussi les règles de gouvernance. Comment je valorise un acteur qui, à des moments de l'année, tire sur le réseau, à d'autres moments, donne de la chaleur sur le réseau. Donc, effectivement, est-ce que c'est du 1 pour 1 et comment on règle ces sujets? Me donner de l'eau chaude au mois d'août, est-ce que c'est la même valeur comme les donner à 18h un 15 décembre? C'est des questions intéressantes. Et comment on réfléchit aussi la bonne combinatoire entre système électrique en surface et système chaud? Typiquement, si j'ai des surproductions d'électricité photovoltaïque en surface, parce qu'effectivement, c'est un moment où il fait grand soleil, mais c'est le moment où les gens ne sont pas dans leur logement parce qu'ils sont au travail, dans la commune d'à côté. Comment, en tout cas, ces électrons vont être valorisés localement autant que possible pour d'être envoyés sur des réseaux nationaux, dans des véhicules électriques, dans des besoins des bâtiments voisins, ou bien pour produire de l'énergie ou de la stocker de la forme la plus simple possible, pas forcément dans des batteries, mais sous forme d'eau chaude, parce qu'on va avoir des cubes et en tout cas des cuves qui vont permettre ce stockage tampon d'eau chaude, qui est une façon très simple, très robuste, très low-tech, en tout cas de stocker l'énergie et qui prennent des approches possibles. Donc, l'idée, c'est bien de développer ensemble avec ces coopérations, puis avec des contextes urbains différents. Il y a un démonstrateur en France sur une zone de développement neuve, qui est donc le plateau de Saclay, où se sont construits des bâtiments universitaires, alors plutôt neufs, donc avec des standards de construction relativement récents. Il y a des besoins en chaleur faibles, même s'il y a des activités de recherche et de process qui, typiquement, il y a des supercalculateurs qui vont, par les data centers qu'ils utilisent, régénérer en tout cas de la chaleur. Mais ça pose des questions très intéressantes dans la façon de faire ça. Il y a d'autres contextes urbains différents. Parmi les partenaires, il y a un certain nombre d'anciennes villes minières
où, par exemple, il y a eu des choix de faire de la géothermie en valorisant d'anciennes mines de charbon, qui ont été pour certaines inondées, avec un gros travail de valorisation de chaleur géothermique issue de ces réseaux-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a bien toute une installation de surface, une réflexion sur la gouvernance, sur le financement, sur l'adéquation aux différents tissus urbains. L'idée, c'est de ne pas prétendre que c'est la solution magique dans tous les cas. Il va y avoir des configurations de zones peu denses avec des maisons individuelles où effectivement des systèmes peut-être photovoltaïques plus pompe à chaleur seront plus vertueux que déployer une infrastructure qui a un réseau de chaleur fût-il basse température. Et en fonction de la complémentarité des usages sur un territoire, en fonction de la part de bâtiments existants ou de logements neufs, de bureaux par rapport au logement, c'est tout ce sujet qui va viser à être développé. Et donc, le projet il vise à la fois effectivement à accompagner la mise en œuvre de ces 5 démonstrateurs à travers l'Europe, donc à Glasgow, à Nottingham, donc à Saclay dans le sud de Paris, à Erlen aux Pays-Bas. C'est de là qu'est partie l'initiative des premiers développements technologiques dans cette ancienne zone charbonnière, et ensuite à Bochum, pour apprendre de ces déploiements, en tout cas plus massifs, se dire que demain, il faut qu'on arrive à avoir des standards plus communs sur ces sujets. Il ne faut pas que chaque nouveau réseau de chaleur soit une œuvre d'art, c'est-à-dire soit pas que des réseaux de chaleur, mais aussi effectivement des réseaux de chaleur de froid, et puis effectivement qui intègrent cette préoccupation de regarder ce que peuvent être en tout cas des schémas d'autoconsommation en surface optimisés, parce qu'on intègre aussi ces usages dans la boucle, en réfléchissant les éléments que j'évoquais de gouvernance, de modèle d'affaires, quelles sont sa robustesse, quelle part besoin de financement public, quel attrait possible pour des tiers financeurs privés, effectivement, si on peut modeler de la finance privée. Et puis on évoquait ces questions aussi d'implication des parties prenantes locales citoyennes dans ces logiques de consommateurs. Voilà ce à quoi on œuvre. Et notamment, on livrera bientôt sur un site dédié un petit calculateur qui permet de façon simple à une collectivité, un aménageur, de qualifier, en tout cas sur la base de premier ordre de grandeur, lié en tout cas à la configuration urbaine, à la population, à l'activité, de voir si effectivement, en ordre de grandeur, c'est une solution qui mérite en tout cas l'intérêt. En regard aussi des gisements de chaleur facilement accessibles. Si j'ai beaucoup de data centers, d'usines, un incinérateur, un grand ensoleillement qui fait que je vais avoir un coût de la chaleur solaire thermique tout à fait compétitif. Et forcément, là je parle à l'échelle française, mais bon, en tout cas, à Dunkerque et à Perpignan, le coût de la chaleur thermique n'est pas tout à fait le même, puisqu'effectivement l'enseignement n'est pas le même. Et puis on avait des sujets sur d'autres géographies, en tout cas mondiales, et on voit bien que ce sont des sujets à traiter. Donc voilà en tout cas ce projet dont nous sommes acteurs. Merci beaucoup. Le temps file, donc je vais essayer de compacter un petit peu les autres questions que je voulais poser à chacun d'entre vous, qui en fait tournaient essentiellement autour de ce que chacun a soulevé, c'est-à-dire la question en fait de la gouvernance. On a également évoqué le besoin de trouver des modèles économiques adéquats. Sébastien, je vais peut-être justement profiter que vous soyez avec nous et que vous veniez de nous présenter ce projet, peut-être pour rebondir directement sur vos activités avec Greenflex dans les projets européens. En quoi un projet européen, une structure comme ça de collaboration et de coopération internationale entre villes, ça permet de faire échanger justement des bonnes pratiques et de faire avancer plus rapidement peut-être le déploiement à grande échelle de ces solutions. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dit classiquement, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Il y a un moment, on a besoin de ne pas complètement réinventer la roue sur ces questions de comment mieux décarboner les villes, accompagner la transition des territoires. Et il existe des gens qui ont une montée d'initiatives brillantes ailleurs, et on a plus vite fait en tout cas d'arriver à faire des copier-coller intelligents de ce qui est pertinent dans d'autres contextes urbains, et c'est pas tout. Et d'autres sujets de partager aussi et de bénéficier de ces regards collectifs. On a la conviction qu'une transition énergétique réussie, c'est un sport collectif. C'est un sport collectif parce qu'à l'échelle locale, on va impliquer toutes les parties prenantes pertinentes, entreprises, citoyens, acteurs publics, mais aussi il faut avoir l'humilité de se dire que peut-être il y a des territoires qui me ressemblent plus qu'ils ne sont différents ailleurs en Europe ou dans le monde, et comment comprendre le meilleur de ça. Donc en tout cas, nous, avec humilité, on trouve très intéressant de se nourrir des regards de ces coopérations internationales. C'est toute la valeur d'ailleurs de dispositifs européens, en tout cas de coopération, pour les inciter et les promouvoir. Et ce que ça force aussi, ça force chacun à une forme de responsabilité et d'aller un petit peu au-delà de son cadre de travail habituel, le pousser, en tout cas se challenger. Ah oui, mais c'est voilà, et arrêter de se dire c'est pas possible, mais réfléchir comment ça peut être pertinent. Donc nous, on voit beaucoup de sens à des coopérations dans des projets qui impliquent aussi des structures publiques et privées. Donc on voit toute la richesse de ces coopérations en tout cas, et puis aussi dans cette logique, ce que je trouve très vertueux, c'est que c'est des coopérations dont les résultats
financés par la puissance publique ont vocation à être tous open source et partagés au plus grand nombre. On est là pour faire avancer la cause, avancer les sujets. Voilà, tout ne marche pas toujours bien du premier coup, mais aussi, ça fera aussi gagner du temps de savoir qu'il y a des sujets qui ne sont pas adaptés dans certaines configurations. Hein. Mais en tout cas, voilà, on est ravis de ce type de coopération ouverte pour nous permettre d'accélérer dans cette nécessaire. Merci. Merci, ça fait écho en fait à exactement la logique dans laquelle on se met en organisant ce type d'événement et en publiant aussi ce genre de rapport. C'est-à-dire qu'on essaie de s'inspirer des exemples qu'on peut trouver un peu partout dans le monde pour faciliter la comparaison entre les situations des territoires et des organisations. Sur le sujet de l'économie circulaire, Jean-Benoît, c'est également le cas. On a vu, là, cette année, on s'est intéressé à la manière dont le Québec, par exemple, organisait une filière de recyclage de batteries. On voit qu'une batterie recyclée, très souvent, c'est encore beaucoup plus cher qu'une batterie neuve. Ça pose une question donc, de comment est-ce que je peux construire un modèle économique autour d'une filière de recyclage sur un bien bas carbone qui est essentiel à la transition, en accord avec mes ressources territoriales, mais comment est-ce que je fais pour le rendre rentable et le rendre pérenne aussi dans le temps? Effectivement, je pense qu'on a parlé beaucoup aussi des dynamiques locales, et effectivement, la volonté des territoires à avancer est très importante. Mais dans l'État, en tout cas, si on regarde la gestion des déchets, faire mieux, ça coûte plus cher, en fait. Mettre en place des collectes sélectives, mettre en place du tri, la plupart du temps, si on se réfère au prix du marché, c'est plus cher que juste mettre tout ça en décharge. Et quand on regarde les bonnes pratiques, le business model de la gestion des déchets, on dit beaucoup que le déchet, c'est une valeur, mais le prix de revente des matériaux, souvent, ne permet pas de trouver un business model. C'est-à-dire que ça ne compense pas en général les surcoûts liés à la collecte, au tri, etc. Et en fait, quand on regarde les bonnes pratiques, ceux qui sont vraiment passés de très bonnes de performance moyenne à de très bonnes performances, souvent leur coût augmente. Et la difficulté dans ces cas-là, c'est que la variable d'ajustement du budget, ça va être la taxe ou la redevance qu'on fait payer aux habitants. Donc, on va leur demander plus d'efforts et à côté derrière, et on va leur demander plus d'argent aussi. Donc, c'est un message assez contradictoire. Et ce qui fait en fait que des territoires arrivent à mettre en place ces bonnes pratiques et ce qui fait qu'on voit ces bonnes pratiques dans certains contextes, dans certains pays et peut-être pas dans d'autres, c'est que en fait, derrière ces bonnes pratiques, elles sont économiquement viables s'il y a un cadre autour, un cadre régional ou un cadre national qui va permettre de financer en fait ces bonnes pratiques. Donc là, vous parliez du système de REP, de responsabilité énergie du producteur. On va demander aux metteurs sur le marché de produits comme les emballages, comme les déchets électriques, électroniques, de payer pour la fin de vie des produits. Et donc cette contribution va permettre de financer le surcoût lié à leur prise en charge. Et ça va permettre justement aux territoires vertueux de s'y retrouver, entre guillemets. Par exemple, si je prends l'exemple dans le cadre d'un projet, on a regardé l'exemple de la ville de Parme, qui sont passés en quelques années d'un taux de tri de 35% à plus de 80%. Quand on regarde la distribution de leurs coûts de gestion de déchets, ils ont augmenté, mais au final, la redevance au niveau des habitants est restée stable parce qu'ils ont compensé les augmentations par plus de recettes liées au financement par la REP et aussi plus de recettes, des économies faites sur le traitement des déchets. Un autre système qui peut permettre d'aller à l'encontre en fait, de ces stratégies contre-intuitives, c'est les taxes sur l'incinération ou l'enfouissement. C'est-à-dire qu'on va taxer en fait, la mise en décharge, l'incinération, et derrière, on peut mettre en place des circuits pour aider l'investissement à la collecte, au tri, etc. Et, en fait, c'est un peu un message qu'on veut faire passer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, un peu comme à l'image d'une ville qui veut faire trier ses habitants, on ne peut pas se remettre complètement à la motivation des gens pour faire le bon geste. Il faut leur donner le bon cadre, il faut les informer, il faut leur donner un système de collecte pratique, entre guillemets, et il faut les motiver le tri. Donc, il y a des systèmes de redevance incitative où on va récompenser les ménages qui font des efforts. C'est un peu pareil pour les territoires. Il y a des territoires motivés qui vont faire des efforts, qui vont investir dans des structures, mais si ça coûte plus cher d'être plus vertueux, il y a moins de gens qui vont le faire. Très récemment, peut-être pour finir, on a fait un travail sur la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, dans le cadre d'un projet WES, un projet qui s'appelle Water and Environmental Support. On a fait une recherche de bonnes pratiques sur la gestion des déchets dans ces pays, dans les pays du nord de l'Afrique ou du Moyen-Orient.
Et on a retrouvé énormément de bonnes pratiques très intéressantes, souvent d'ailleurs portées par des ONG, des acteurs locaux, de la société civile. Mais on a eu beaucoup de mal à trouver des pratiques qui avaient soit une échelle très importante, par exemple à l'échelle d'une ville, c'était souvent des actions beaucoup plus réduites, ou alors on a eu du mal aussi à trouver des actions avec des résultats très significatifs. Et un des enjeux, en fait, une des difficultés rencontrées, c'était la balance économique, puisque c'était des projets qui essayaient de s'appuyer sur la vente des matériaux, et en fait, la vente des matériaux, ça ne paie pas un système de gestion de déchets. Et l'autre manière, c'est de faire payer les producteurs de déchets, mais il y a aussi un manque de ressources au niveau local, au niveau des collectivités. Il n'y a pas forcément un budget pour financer ces systèmes-là. Et notre impression qui ressort de ce travail, c'est qu'on ne sortira jamais des expériences pilotes ou alors des expériences à petite échelle sans mettre en place un système plus général, un système de REP ou un système de consigne, par exemple, pour financer, pour donner de la pérennité à ces expériences-là. Donc, la motivation locale est très importante, mais il faut absolument revoir aussi les cadres réglementaires. Et je pense qu'en Europe, on n'en serait pas là en termes de gestion de déchets sans tous ces instruments de REP, de taxes qui ont été mis en place depuis les 20 dernières années. Merci Jean-Benoît, et ça m'amène en fait justement à appliquer cette analyse que vous venez de faire au secteur du bâtiment. On a vu que les Pays-Bas, Rutger Brouwer, avaient mis en place un cadre réglementaire extrêmement ambitieux sur la rénovation thermique des bâtiments. On voit que l'Union européenne aujourd'hui peine véritablement à atteindre ses objectifs en la matière. Donc comment est-ce que les États membres peuvent s'appuyer sur des exemples locaux comme celui que vous venez de nous présenter pour pouvoir développer de meilleures pratiques et accélérer en fait ce mouvement, alors qu'on sait que les émissions du bâtiment sont extrêmement importantes pour l'avenir du climat. So thank you, Antoine, for the question. Merci beaucoup pour cette question. I will keep it short. Je vais garder ça très bref. On voit que les autorités ou les collectivités sont les acteurs clés dans la mise en place de ces stratégies, parce que ce sont eux qui doivent les mettre en place. Ils doivent discuter avec les entreprises de construction, avec les propriétaires, et eux, ils connaissent les complexités des structures de la propriété. Nous sommes convaincus qu'il y a donc plusieurs outils. Des outils en particulier sont très importants. La stratégie à long terme pour la rénovation fait partie de ce que j'ai présenté tout à l'heure dans ma présentation. C'est important pour que les municipalités commencent par planifier. Si vous n'avez pas les données, si vous ne savez pas où commencer, c'est difficile. C'est essentiel, ces outils, pour commencer à prendre des initiatives. C'est pourquoi c'est intéressant, parce que ça montre qu'une fois que vous avez commencé d'analyser quels sont les bâtiments, quels sont les propriétaires, quelles sont les finances disponibles, vous commencez à voir toutes ces choses. C'est pourquoi ces stratégies locales sont très importantes pour commencer et pour aussi guider dans l'action. Un projet que nous avons conduit pour l'Europe, en Roumanie, à l'Est, en Bulgarie. Nous avons travaillé avec 5 municipalités de Roumanie et de Bulgarie. Nous les avons soutenues pour développer leur propre stratégie de rénovation et d'autres stratégies pour rénover des bâtiments publics, pour montrer des exemples de ce que peut être la rénovation, pour développer l'économie aussi. Dans les projets pour lesquels nous avons travaillé, c'est ce que nous avons fait. Avec la pandémie, bien sûr, dans les plans de relance, ces stratégies sont également mentionnées comme des outils pour accéder à certains financements. En Europe, nous soulignons l'importance de cette stratégie à long terme. Nous voyons aussi que les gouvernements locaux ont besoin de soutien. Ils sont tout d'un coup face à une situation qu'ils doivent gérer, qui est complexe, qui coûte très cher. Bien sûr, rénover tous ces bâtiments en Europe, il y a aussi un soutien technique qui est disponible au niveau européen, mais souvent, ce soutien n'arrive pas jusqu'aux gouvernements locaux. Il y a des choses disponibles qui n'arrivent pas forcément aux bons destinataires. Autre chose que nous faisons, c'est un autre projet
Je mettrai des liens dans le chat pour vous. Nous étudions, par exemple, quels sont les mécanismes de rénovation d'un point de vue technique en Union européenne et comment accéder au financement européen, que ce soit donc des financements de rénovation ou d'autres. Et nous croyons qu'ensemble, si vous avez une stratégie de rénovation, si vous avez le soutien technique et que les acteurs locaux sont vraiment impliqués, ils sont équipés pour vraiment faire cela, eh bien, nous arriverons à la décarbonisation. Merci beaucoup. Marie-Ange, elle est dans la continuité des précédentes sur pour nos autres intervenants. On a connu aussi sur la question de la gestion communautaire des forêts, donc des difficultés de gouvernance que vous avez décrites entre le cadre réglementaire initial et l'application sur le terrain. Il existe aussi des réseaux comme le partenariat pour les forêts du bassin du Congo, le réseau des populations autochtones et locales pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. De tels réseaux existent pour mettre en contact les communautés locales. Comment est-ce que ça peut aider justement à échanger des bonnes pratiques et comment est-ce que ce genre de réseau et d'initiatives non contraignantes peuvent permettre justement de porter à échelle en fait, et de s'inspirer des meilleures pratiques pour pouvoir gagner en efficacité derrière? Merci beaucoup Antoine pour cette question encore une fois très pertinente. Alors s'agissant donc du partenariat des forêts pour les forêts du bassin du Congo, donc le PFBC, c'est plus un forum que vraiment un cadre normatif. C'est un forum qui permet de discuter de solutions innovantes, inclusives pour la préservation des forêts en mettant autour de la table un certain nombre d'acteurs pour essayer de promouvoir une gouvernance multi-acteurs à la fois dans la sous-région, mais au niveau national. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un partenariat qui inclut aussi des réseaux de populations autochtones et de communautés locales. Et l'avantage, c'est que ça permet à ces groupes d'acteurs, donc les communautés et les populations autochtones qui n'ont pas forcément voix au chapitre au niveau national et qui n'ont pas forcément la légitimité ou la possibilité ou les ressources de s'adresser à leurs décideurs, de trouver une plateforme où leurs aspirations, leurs préoccupations et leurs besoins puissent être mis au devant de la scène et puissent être discutés, on va dire, de manière un petit peu sereine. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'en Afrique centrale, en raison donc, de la permanence de stéréotypes, mais aussi de préjugés culturels, malheureusement, les communautés locales et les populations autochtones restent souvent marginalisées et on estime qu'elles ne sont pas aptes à faire partie de processus de décision. Donc, des espaces comme le PFBC leur permettent de renforcer leur capacité, effectivement, de se mettre en réseau avec d'autres groupes d'acteurs qui ont parfois des points de vue un petit peu différents et même parfois diamétralement opposés. Voilà, mettre autour de la même table le secteur privé qui veut exploiter les forêts et les populations autochtones qui estiment que les forêts font partie de leur habitat et sont leur garde-manger, mais aussi sont importantes pour des raisons sociales et culturelles. Ce n'est pas forcément très facile. Donc, c'est aussi une manière de neutraliser les conflits, de leur offrir cet espace. Et en termes donc, de comment est-ce que ça permet finalement d'arriver à des échelles plus grandes, mais c'est en mettant donc, ces acteurs qui viennent peut-être de la même région, mais de pays différents qui ont des défis similaires, mais parfois aussi distincts, de s'inspirer des bonnes pratiques des uns et des autres dans un cadre qui est plus propice, on va dire, à la réflexion, aux échanges et aux analyses, plutôt que finalement à l'échelon national où on sait que les enjeux peuvent être parfois porteurs de beaucoup de clivages, mais aussi peuvent traduire finalement des intérêts qui ne sont pas forcément en faveur donc, de la majorité de la population et en particulier des populations locales et des communautés autochtones qui, dans la balance, quand même, ont beaucoup moins de pouvoir. Merci Marie-Ange. Et nous touchons à la fin de cet atelier. J'aimerais donner
un dernier mot à Mohamed Nbou pour ouvrir peut-être une perspective en quelques minutes sur la COP27, puisque la COP27 a été annoncée en Égypte l'année prochaine. CGLU Afrique, en tant que réseau de collectivités africains, il jouera un rôle prépondérant. J'imagine que vous y projetez avec beaucoup d'ambition. Je remercie d'ailleurs au passage, entre-temps, nos interprètes qui vont sans doute nous quitter. Mohamed, un mot de conclusion. Quels espoirs pour les gouvernements locaux, pour l'action territoriale au vu des enjeux de la COP27? Merci beaucoup, Antoine. Effectivement, lors de la COP26, nous avons eu des contacts très rapprochés avec la délégation égyptienne, étant donné que la COP27, comme vous l'avez très bien dit, ça sera une COP africaine. Donc, il y a au fait trois sujets importants sur lesquels on a discuté avec les Égyptiens. Le premier, c'est comment faire avancer d'une manière très claire l'inclusion des collectivités territoriales dans l'accord de Paris, c'est-à-dire comment est-ce que cette gouvernance multiniveau puisse être actée d'une manière très claire. D'autant plus que, comme vous le savez, donc, il y aura une révision des CDN à la COP 27. Donc, on voulait à ce que cet aspect-là puisse être acté d'une manière très claire. Le deuxième aspect, c'est l'accélération de la résilience, parce que les Égyptiens, ils veulent mettre le paquet sur la question de l'adaptation et la résilience. Justement, on est en train de voir avec eux comment est-ce que Rise to Resilience puisse être une réalité au niveau des collectivités locales. Ils nous ont demandé à ce qu'on puisse mobiliser davantage les collectivités locales pour justement mettre en place un vrai projet qui permet d'être une démonstration lors de la COP27. Le troisième point sur lequel également ils nous ont interpellés, c'est qu'effectivement, au niveau de la COP26, il y avait question d'organiser un grand forum des collectivités territoriales, chose qui n'a pas eu lieu. Donc, ils nous ont demandé à ce qu'on puisse organiser un grand forum des collectivités territoriales d'Afrique et qui pourrait être une manifestation très claire qui pourrait marquer la COP27. Donc, en gros, trois, c'est la territorialisation, c'est la résilience et en même temps la présence forte des collectivités territoriales lors de la COP27. C'est ça ce qui a été discuté avec les Égyptiens et je vous remercie. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à tous nos intervenants, Jean-Benoît Bell, Rüger Brouwer, Marie-Ange Kalenga, Sébastien Delpont qui a déjà dû s'éclipser et que nous remercions également. Merci à tous d'avoir suivi ces échanges. J'espère que vous avez eu un bon aperçu de l'ensemble de ce que nous pouvons traiter dans ce rapport et en même temps de l'ensemble de ce que les communautés locales et les collectivités territoriales sont en mesure de faire pour agir sur le climat. C'est aussi l'enjeu de démontrer par l'exemple les progrès qui sont réalisés dans les territoires. On se retrouve demain pour un ultime atelier dans le cadre cette fois du sommet virtuel pour le climat organisé par l'ADEME, à l'occasion duquel nous aurons l'occasion de revenir sur un certain nombre de cas pratiques à nouveau. Marie-Ange, tu seras, je crois, avec nous. Donc, on se retrouve demain matin à 9 h dans ce cadre-là. Et nous vous souhaitons d'ici là une bonne fin de soirée et une bonne fin de semaine. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Thank you. Bye. Bye bye.